Pour se remémorer un petit peu l'événement, on parle là d'un événement qui a lieu au mois d'avril, tous les ans à Las Vegas, qui est vraiment un point important pour nous pour annoncer un peu les nouveaux produits, nouvelles technologies, pour servir le marché broadcast et professionnel. Donc qu'est-ce qui était dans cette année qui a été particulièrement croustillant du côté Sony? Tout d'abord le 4K, qui est un sujet d'actualité important. On a commencé la journée de 4K avec le cinéma. On avait commencé historiquement avec les premiers projecteurs 4K dans les salles de cinéma. On a ensuite poussé le 4K avec l'arrivée de produits qui servaient l'acquisition, donc les caméras de cinéma. On a étendu cette gamme de produits encore très récemment avec des produits type la F55 qui étaient particulièrement des produits très attendus. Et puis le NAB a été un tournant parce qu'en fait on a commencé à parler de 4K dans des domaines autres que le cinéma. En l'occurrence il s'agissait là de déployer le 4K pour l'application live production, c'est-à-dire le sport principalement, les grands événements sportifs. Et on a montré pour la première fois une solution qui permet de capturer du 4K en live, ce qui est une solution qui reste encore aujourd'hui unique au monde. Donc c'est une solution de produit qui va sortir en fin d'année, on parle là à peu près septembre, octobre, novembre en termes de timing, qui va être expérimentée dans des grands événements sportifs européens et internationaux avec quelques partenaires particuliers sous forme de prototypes dans les premiers moments. Et donc on montrait ces premiers produits-là. C'est intéressant sur deux titres. Le premier parce qu'évidemment l'image 4K c'est une expérience utilisateur qui est quand même assez exceptionnelle, mais en plus de ça c'est le 4K parfois également pour servir la haute définition. Donc pour décrire de manière simple, on démontrait également la possibilité d'avoir une image 4K et au sein de cette image 4K de faire une découpe Full HD qui elle se balade dans l'image. Sous forme d'une image d'une caméra qui est statique en termes de position, on est capable avec une commande type PlayStation quelque part de se balader au sein de l'image et ça permet également d'apporter des workflows qui sont différents. Parce qu'on est capable maintenant, si vous voulez, de mettre, c'est une technologie qu'on montrait qui s'appelle du stitching, mettre deux caméras fixes qui filment un stade entier. Donc vous avez deux angles qui se croisent comme ça, on prend les deux images, un système informatique vient les recoller ensemble et vous voyez le stade entier. Et au sein de cette image qui est 2 x 4K, c'est-à-dire 8K par 2K, vous avez une image HD qui est coupée, dans laquelle on vient se balader et on peut virtuellement suivre les joueurs sur un stade de foot, ou là, tel que c'était démontré, encore plus à propos sur un jeu de basket. Et voilà, donc c'est très intéressant parce que ça démontre que la 4K est là à la fois pour l'expérience utilisateur qui est quand même assez exceptionnelle, je le disais, mais en plus on peut l'utiliser dans des cadres de production pour améliorer les outils de production et faire varier un petit peu la manière de travailler. Ça peut amener à des économies d'échelle, de coûts, etc., etc. Donc ça c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre intéressant dans la partie live production encore, un produit qui s'appelait le NXL IP55 qui permet de transmettre de la vidéo en temps réel sous réseau IP. Et ça peut paraître être une chose simple, mais en fait c'est quelque chose de relativement compliqué parce qu'on est capable de le faire en gardant tous les bénéfices du monde de la vidéo, c'est-à-dire la synchronisation, garder un délai de transmission très très court. Et on a depuis fait des essais de transmission entre différentes géographies, notamment à Londres par exemple, où il y avait un studio à un endroit et un autre morceau de Londres à un autre studio connecté directement en IP. Alors il faut évidemment un réseau dédié, hein, mais ça offre encore une fois pareil des économies d'échelle importantes. Et puis ça laisse présager de ce que peut être le futur en termes de connectivité de l'ensemble des équipements professionnels. Aujourd'hui c'est un produit, mais à terme ça pourra devenir autre chose. Dans cet esprit-là, on montrait un prototype également, qui est une petite boîte à peu près de cette taille-là, qui vous permettait de rentrer 4 signaux vidéo SDI et de repartir sur un réseau IP. Et ces 4 signaux SDI peuvent être aussi utilisés en 4K. Donc, on est capable de couper une image 4K en 4, la faire entrer dans la boîte et la faire véhiculer par le réseau IP. Donc là aussi, c'est pas pour l'instant un produit, ça c'est plutôt un prototype, mais quelque chose d'intéressant. Voilà deux grands axes importants dans la partie live production. Il y avait également, maintenant si je parle de produits à venir à très très court terme, quelques nouveautés en termes de caméras de studio avec un rafraîchissement des produits des caméras Supermotion qui nous permettent de faire des ralentis en live. Un autre produit très attendu parce qu'il est le successeur d'un produit qui est venu chez nous il y a pas mal de temps maintenant. Le premier produit était sorti en 2005, il s'appelle Anycast. Il s'agissait d'une station tout intégrée qui fait la taille d'un gros ordinateur on va dire. Qui vous permet de faire toute une application de live production avec
un mélangeur, un titreur, une console audio, etc., etc., tout intégré dans un seul et même boîtier. Et surfant un peu sur la vague, j'allais dire un peu trend des outils tactiles aujourd'hui, on est là sur un outil qui est en plus en termes de design très sexy, qui fonctionne sur une double interface tactile, multitouch, où on peut vraiment avoir une souplesse d'utilisation qui est très très sympathique. Donc ça c'est un produit pareil qui doit sortir chez nous à peu près au mois de septembre et qui s'adresse principalement à des clients dans les applications corporate ou dans l'éducation. Voilà, donc ça c'est quelque chose sur des produits, mais ça peut également être utilisé de toute façon par des broadcasters qui ont des applications à un moment avec peu de caméras ou qui ont besoin d'économie d'échelle. Voilà. Que dire d'autre? Dans la partie, si je quitte le domaine de la live production maintenant, dans l'application plutôt broadcast, on sortait un nouveau caméscope dédié à nos clients news qui s'appelait la PMW 400, donc qui surfe sur la vague du format XD cam, bien établi. Ce produit-là, c'est un caméscope d'épaule, capteur CMOS, relativement j'allais dire économique par rapport à un produit type la PMW 500 qui est le modèle existant. Alors avec quelques compromis d'un point de vue technologique, mais c'est un produit quand même avec des performances assez remarquables. Et ce produit vient se compléter d'un autre produit qui a été peut-être un petit peu une des stars du show pour nous, qui est un petit boîtier de la taille d'un boîtier de cigarette, qui vous permet de faire du streaming live au travers, non pas live, pardon, du streaming des fichiers de toutes ces caméras par le réseau 3G ou 4G. Donc vous avez là un petit boîtier qui vient se connecter à tout type de caméscope, qui peut récupérer les fichiers, qui vous permet de les envoyer à distance. Donc vous pouvez être à Paris, envoyer, à France 3, à Ajaccio, un fichier quel que soit le système, en utilisant la réseau 3G ou le réseau 4G. Mais plus sophistiqué que ça, le boîtier a aussi d'autres caractéristiques. Il est capable par exemple de créer une vidéo avec un proxy, donc une résolution réduite et un débit réduit, sous différentes qualités, donc au choix de l'opérateur, et ça permet d'envoyer des petits fichiers beaucoup plus rapidement, en plus d'avoir les gros fichiers. Donc si vous êtes vraiment pressé par le temps et qu'il y a une information news très importante à envoyer à l'antenne rapidement, on peut choisir d'envoyer des petits fichiers ou alors les gros fichiers, etc. etc. Donc ça c'est intéressant. Le système a aussi la faculté de se connecter en Wi-Fi à des tablettes aujourd'hui pour pouvoir faire du contrôle ou même du visionnage en temps réel de ce qui se passe dans le caméscope, ce qui rentre dans le caméscope. Donc on peut avoir un journaliste qui voit en live sur une tablette ce qui est en train de capturer ailleurs. Donc ça offre des souplesses d'emploi de produits qui sont assez intéressants. Donc voilà pour cette partie-là. Peut-être troisième chapitre important dans la partie display, donc les technologies d'affichage. On a renouvelé complètement la gamme des écrans OLED. La série TriMaster IL qui chez nous est aujourd'hui une référence vraiment aujourd'hui reconnue. À l'époque où Trinitron était reconnu dans le CRT, aujourd'hui on a le TriMaster IL qui est vraiment devenu la référence sur le marché vidéo broadcast. Avec le dernier point qui pouvait être amélioré sur ces produits-là, c'est-à-dire l'angle de vue. Donc les séries des moniteurs BVM broadcast ou PVM d'application de production se voient aujourd'hui fuselées d'une amélioration sensible de leur angle de vue. Donc c'était le dernier reproche qu'on pouvait faire à ces technologies-là, sachant que sur tous les autres points, ils surpassaient de très très loin toutes les technologies LCD ou même CRT d'antan. Donc là, on a vraiment un champion du monde. En même temps qu'on faisait ça, on introduisait, de par nos collègues consumers du grand public, les premiers moniteurs, les premières télé 4K, dédiés à, j'allais dire, un peu le mass market. On avait annoncé un produit au moment du mois de septembre, qui était une télé 4K de 84 pouces, qui était un produit absolument fabuleux, mais un peu réservé effectivement aux gens qui avaient des portefeuilles un peu généreux, on va dire. On sort là deux produits supplémentaires qui étaient un 65 pouces et un 55 pouces 4K qu'on commence à voir maintenant apparaître dans les boutiques et il y a une campagne télé je crois qui sort rapidement avec vraiment des très très beaux produits et ça permet de faire une chose supplémentaire. J'en parle particulièrement parce que ça permet d'amener l'histoire du 4K jusqu'au client final qui jusqu'à présent était quand même réservé au domaine de la production ou vraiment au domaine du cinéma. Il ne nous manque plus qu'une seule chose, on va dire, c'est le support pour le client final de lire ça. Alors un lecteur Blu-ray ou le streaming par internet, différentes options se présentent, mais les télés sont prêtes, les systèmes live production sont prêts, le cinéma est prêt, donc la chaîne 4K est quasiment maintenant totalement remplie. Et
les gens vont pouvoir bénéficier, profiter un petit peu de ça. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur les grandes nouveautés. Il y avait quelques petits produits annexes qui gravitaient autour de ça, un rafraîchissement de la gamme audio également qui était à mentionner. Et puis, enfin, j'ai oublié de le mentionner aussi, quelque chose d'important, un adaptateur 4K pour tous nos clients qui utilisaient un produit qui s'appelle la NEX FS700, c'est un caméscope dédié à faire de la capture à un grand capteur, histoire de faire musique vidéo, du film, ou tous les gens qui ont des applications corporate, qui aiment avoir un peu cette notion de faible profondeur de champ. Et on avait promis quand on a sorti ce produit-là de pouvoir faire monter derrière un enregistreur 4K, et c'est chose qui a été faite au NAB, on a sorti l'enregistreur annexe. Donc les gens qui ont une FS700 peuvent maintenant acheter le module 4K et enregistrer en 4K derrière. Voilà. Donc voilà un petit peu les grandes nouveautés du NAB. On en a gardé quelques-unes sous le coude à l'occasion d'IBC, donc il va venir au mois de septembre. Il est un petit peu trop tôt malheureusement pour moi pour vous en parler, mais il va y avoir des produits qui vont compléter un peu cette histoire. Et ça va être, je pense qu'encore une fois, ça va être un IBC intéressant. Voilà. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on est tous confrontés à une situation économique complexe, où je pense que l'ensemble de l'industrie du média est sous pression. Hein. Ça commence simplement parce que la chaîne alimentaire qui est alimentée par les revenus publicitaires sont en décroissance. Donc, revenus publicitaires en décroissance, broadcasters sous pression, qui font des économies d'échelle, ça touche le domaine de la production, qui eux-mêmes touchent le marché du marché locatif par exemple, et puis jusqu'à finalement les producteurs indépendants ou les freelances qui eux-mêmes doivent faire des choix plutôt de dernière minute, parce qu'ils attendent effectivement qu'une commission soit confirmée. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que c'est sûr que le marché lui-même est tendu, mais paradoxalement, il y a des marchés qui restent en croissance. Hein. Le marché de l'acquisition est un marché qui est en croissance. Ce qu'on voit au travers de cette croissance, c'est que les gens se rapatrient plutôt sur des produits qui sont plutôt à composante économique contrôlée, hein, pour ne pas dire des produits d'entrée de gamme. Mais c'est sûr que les gens font plus attention à leurs investissements. Ils se serrent peut-être un peu la ceinture sur les fonctionnalités des produits et ils se disent ok, je vais peut-être acheter quelque chose un petit peu moins cher, mais bon, à la limite je me sécurise un peu là-dessus. Ça c'est un premier point. Cependant, il y a encore une fois d'autres marchés qui continuent de marcher. Le marché de la live production, tout ce qui est activité live, ça continue de fleurir d'une manière, j'allais dire, intense, stimulé par des événements sportifs importants. Et ça c'est vraiment un des drivers qui permet de continuer à alimenter un marché qui est normalement là-dessus assez tendu. Voilà. Il y a aussi le fait que les gens changent, il y a des phénomènes je ne vais pas appeler ça de mode, mais il y a des changements de variation de tendance dans la manière dont les images sont traitées. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis aujourd'hui vers des produits à grand capteur parce qu'ils aiment cet aspect faible profondeur de champ, l'aspect, comment dirais-je, film un petit peu. Ça permet de traiter les sujets de manière un petit peu différente. Parfois la manière dont on raconte l'histoire avec ces caméras change de la méthode dont on les traitait auparavant. Donc voilà un petit peu la dynamique de marché qui se passe aujourd'hui. D'un point de vue Sony en général, on a la chance aux professionnels que le marché, pour nous, ça se passe plutôt bien dans toutes ces conditions. Et ce, malgré effectivement, comme je le disais, vraiment des pressions économiques qui sont importantes pour tous les manufacturiers. Mais le fait qu'on a renouvelé des gammes encore récemment, le fait qu'on a poussé le 4K par exemple, on a pris des positions assez innovantes sur le 4K, ou d'autres aspects type l'IP55 dont je vous parlais précédemment, où on a de plus en plus de gens qui s'intéressent à savoir comment ils peuvent intégrer des équipements audiovisuels dans des réseaux IP, etc. fait que pour nous ce sont des relais de croissance importants. Donc on a un certain nombre d'éléments là-dessus qui complètent l'offre. Et puis après, il y a des nouvelles tendances qui émergent, et j'ai oublié de vous en parler dans la partie NAB, mais on montrait dans le cadre des nouvelles solutions d'archives qui s'appellent ODA, l'Optical Disk Archive, et puis le cloud. On a une solution qui s'appelle SI qui a été présentée au NAB, qui n'est pas encore tout à fait prête à la commercialisation, mais qui offre des solutions de stockage de cloud, mais plus que du stockage, c'est carrément des outils qui sont fournis, des outils de partage pour faire des annotations, de checking audio, des choses comme ça, de manière à ce que les gens puissent travailler sous couvert de multiples géographies au terme d'un système de cloud.
Donc là, on a différents outils à notre disposition également qui nous permettent de construire des relais de croissance là où peut-être les marchés sont un petit peu tendus. Donc ça, c'est plutôt des marchés émergents en fait. C'est des marchés plutôt émergents, tout à fait. Donc là, mais ça draine de l'intérêt. Et là où effectivement on ressent des pressions économiques sur des marchés où les gens se disent plutôt que de dépenser 1000 € là-dessus, je vais en dépenser 1500 ou 1000. Ça nous permet, nous, effectivement, là-dessus, d'aller attaquer des nouveaux segments de marché sur lesquels les gens ont des problématiques un petit peu différentes et puis de proposer des solutions un petit peu innovantes là-dessus. Donc la diversification, ça a toujours été un peu une force, j'allais dire, de Sony, une chance, c'est que entre l'audio, le cinéma, le broadcast, les applications corporate, la live production, etc., c'est sûr qu'on a un peu les mains dans différents engrenages, avec sur certaines des applications qui sont vraiment, encore une fois, assez innovantes, et donc on a la chance de pouvoir diversifier nos risques, j'allais dire, et à partir de là, s'en sortir plutôt pas trop mal. Ok, écoutez, le dernier chapitre, je crois que vous vouliez parler du John Lennon Bus. Donc pour ceux qui ne savent pas un petit peu de quoi il s'agit, il y a maintenant quelques années, a été lancée aux États-Unis une initiative par Yoko Ono, qui était donc l'ex-femme de John Lennon, qui, histoire de promouvoir un peu les technologies, le domaine du média, non pas les technologies, mais le domaine du média, la création de contenu, l'industrie musicale, etc., s'était associé avec un certain nombre de manufacturiers qui faisaient ça d'une manière un petit peu pédagogique. Donc Sony est l'un d'entre eux, vous allez retrouver là d'autres manufacturiers, type Apple, Avid par exemple. Et ils avaient créé ce bus dont la vocation était de visiter les établissements scolaires et puis adresser une clientèle de jeunes de 13 à 23 ans et simplement les faire découvrir un peu les industries de création de contenu, le média, la musique, etc. Donc en tant que manufacturier, on sponsorise un peu ces bus en donnant du matériel. Le bus tournait aux États-Unis et au Canada à peu près 200 jours par an, aller visiter différentes géographies. Et depuis tout début d'année 2013, et ça a été construit chez Sony, on a fini l'intégration de ce bus-là. On s'est mis d'accord pour faire la même chose en Europe. Et je crois qu'en 2014, un troisième bus va se mettre en place pour l'Asie. Et le bus est parti sur les routes maintenant de toute l'Europe, visiter tous ces établissements scolaires et promouvoir un peu les technologies, familiariser un peu les jeunes avec un peu, encore une fois, la musique, la vidéo au sens large, tous les corps de métier qui s'y rattachent. Et le bus est sur les routes, donc je ne connais pas le calendrier exact, mais l'idée c'est encore une fois, à l'image un peu de ce qui a été fait aux États-Unis et au Canada, de visiter à peu près 200 établissements. Je crois qu'aux États-Unis ils ont déjà eu à peu près 250 000 enfants ou étudiants qui ont eu l'occasion de rentrer dans le bus. Et l'idée c'est de faire la même chose ici, puis la même chose en Asie. Et ça a vraiment une caractéristique, j'allais dire, de promotion vraiment de ces nouveaux métiers, ou un peu des métiers de l'audiovisuel, des métiers de la musique, etc., à des générations pour qu'elles se familiarisent un petit peu avec tous ces corps de métier en général. Si vous regardez, il suffit d'aller sur le site de John Lennon, ou alors si vous allez sur le site Sony, il y a un lien directement là-dessus. Et vous allez pouvoir, effectivement, donc les enfants rentrent dans le bus, il y a des mini-studios d'enregistrement, il y a des mini-régies, enfin il y a des régies complètes, donc c'est vraiment le bus, c'est pas juste un bus avec des sièges dedans, à l'inverse, c'est vraiment entièrement, ils peuvent simuler complètement un studio, des applications live, du montage vidéo, il y a vraiment tous les corps de métier représentés. Donc on contribue nous de notre côté avec la fourniture de matériel, dans les applications plutôt live production en l'occurrence ici, et principalement l'audio, qui sont encore une fois des zones dans lesquelles on a des produits qui sont relativement forts. Et puis c'est plutôt, clairement, c'est les dernières technologies qui sont mises à la disposition des enfants. Donc non, c'est plutôt une belle expérience. C'est sûr que pour ceux qui ont la chance de pouvoir rentrer dans le bus et de se familiariser un petit peu avec ces outils-là, c'est une très belle expérience. Merci beaucoup. Merci à vous.